Bonjour Jocelyn. Bonjour Sylviane. Eh ben écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour à l'occasion de la sortie de votre livre, hein, l'ultime convergence, quelle spiritualité pour éviter le chaos. Alors, je dois dire que c'est un livre d'une extrême densité. Il y Mhm. a chaque phrase pratiquement est une mine d'or d'informations. Alors la première question, ça serait, d'abord je vais vous présenter, hein, parce que il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Je sais pas comment on peut ne pas vous connaître, mais bon, il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Donc vous avez un blog qui s'appelle La prochaine fois, et vous faites un jeu de mots, c'est FOI. Un autre qui s'appelle Chronique à chronique. Vous êtes journaliste d'investigation, hein. Vous écrivez régulièrement dans les revues Nexus et Inexploré. Ensuite, vous Oui. avez écrit plusieurs livres et je vous ai interrogé pratiquement pour tous les livres, donc je mettrai après les liens, mais je vais quand même les noter, les nommer. Expérience de mort imminence, la voyance, le sixième sens, les NDE. Vous avez participé avec Guillemot aussi à un livre. Vous êtes un traducteur patenté, si j'ose dire, chez Très Daniel. Vous avez entre autres traduit Anita Mourjani et Ben Alexander, dont j'ai parlé aussi Ouais. ici, L'évidence de l'après-vie de Eben Alexander et de Moody, et beaucoup d'autres, mais on va pas passer parce qu'il y en a quand même une palanquée. Voilà. Et je crois qu'il ne manque rien, chose là, j'ai tout dit. Oui, enfin journaliste d'investigation, pour moi c'est un pléonasme, hein. Si on est journaliste, on fait de l'investigation. Moi, Oui, ma particularité, c'est d'être journaliste scientifique, hein, oui, disons, parce que voilà, j'ai c'est ça. une Ouais, formation ouais. scientifique à la base. Et je me suis dirigé vers des sujets qui lient la science et la spiritualité, après avoir travaillé longtemps dans le domaine de la santé, en fait, Oui. dans la presse professionnelle. Donc je connais bien le milieu de la santé, la médecine, la pharmacie, etc., quoi. Voilà. Alors, vous me dites journaliste d'investigation, c'est un pléonasme. Non, parce que on sait aujourd'hui, malheureusement, il faut insister en disant, excusez-moi de vous contredire, mais bon, enfin bref. Alors d'abord, donc je remontre votre livre, hein, parce que je l'ai lu. Bon, alors déjà, il faut dire que c'est pas un livre qu'on lit comme ça. Il faut le reposer. Enfin, pour moi, hein, il faut macérer un petit peu tout ce que vous dites, parce que c'est une telle foison d'informations que il faut vraiment penser, réfléchir. C'est vrai, c'est pas un livre qui se lit comme ça d'une traite comme un roman, parce que c'est vraiment très puissant et très profond tout ce que vous dites. Alors, la première chose, pourquoi ce titre et combien de temps vous avez mis à écrire un livre de cette de cette profondeur, avec il y a tellement de choses sur pratiquement tous azimuts, on va dire que en le lisant, je me suis dit mais combien de temps il a fallu mettre pour écrire un livre pareil. Alors il y a plusieurs réponses possibles. Je peux vous dire que j'ai mis 20 ans à l'écrire parce que ça macère en moi, si on peut Oui. dire. C'est une réflexion de fond que je porte en moi depuis longtemps, effectivement. Et c'est un livre dont j'avais l'idée déjà, oui, il y a plus d'une quinzaine d'années, disons. Mm-hmm. Mais après, effectivement, j'ai travaillé peut-être, je sais pas, un an dessus. Le fait est que justement, j'ai quand même utilisé du matériau que justement j'ai accumulé comme journaliste, hein. Il y a beaucoup de choses dans le livre qui sont pas des reprises directes d'articles que j'ai publiés dans Nexus ou Inexploré ou Le Monde des Religions, mais il y avait un matériau que j'avais accumulé Oui. et que je trouvais dommage, si vous voulez, de pas réutiliser en l'enrichissant aussi, en le mettant à jour, en le corrigeant, en retravaillant et surtout en liant les parties entre elles, bien sûr, hein. Vous savez, quand on fait un article, enfin en tout cas moi, la façon dont je travaille, c'est que j'accumule beaucoup d'informations Oui. à travers des interviews, des rencontres, de la documentation bien sûr aussi sur Internet, parce qu'aujourd'hui c'est quand même une mine d'or, Oui. mais il faut pas s'en tenir à ça, parce que sinon ça n'a aucun intérêt si on republie des choses qui ont déjà été publiées, qui ont déjà été faites sur Internet. En plus, il faut savoir quelle est la source de l'information, mais bon, Oui. moi sur Internet, je lis aussi bien des thèses de doctorat que des articles de presse, si vous voulez, donc Oui. il faut savoir aussi faire le tri entre la source de l'information. Mais moi, quand j'écris un article, au final, j'utilise 5 à 10% de la matière que j'ai accumulée, si vous voulez, parce qu'il y a tellement de choses surtout sur ces sujets-là Ah qui sont oui. Oui. extrêmement riches. Donc on est facilement débordé, peut-être pas débordé, mais en tout cas il y a énormément de matière. Et quand on travaille sur un article de presse écrite, on est contraint par un format.
et nécessairement on est obligé de faire des tris, et c'est ce qui fait que mes articles en général sont aussi appréciés parce qu'ils sont assez riches en informations, justement parce qu'il y a cette densité d'informations du fait de toutes les sources que j'ai pu rassembler. Mais du coup, toute cette matière-là, toutes ces sources-là, c'est quelque chose qu'on peut exploiter derrière dans un livre de manière plus approfondie. On peut voilà, on est dans un livre, on n'est pas limité, on n'est pas contraint par la place. C'est ça la magie du truc pour un journaliste comme moi de presse écrite, où on est toujours vraiment sous la pression du format. Et donc le livre, pour ça, c'est merveilleux, ça permet justement de se lâcher. Et après, il s'agit pas non plus voilà, d'écraser les gens sous une masse d'informations qui n'a pas de sens. La difficulté, justement, c'est de donner du sens à tout ça et d'essayer d'avoir une progression aussi logique et rationnelle que possible pour que tout ça forme un tout global, enfin cohérent, quoi, disons. Alors, justement. Donc voilà, j'ai mis, oui, j'ai travaillé dessus pendant une année, si vous voulez, mais c'est du matériau que j'avais accumulé pendant longtemps auparavant. Oui, mais il y a un gros travail de tri, parce que déjà, tout ce que vous avez, tout ce qu'on a là-dedans, c'est vraiment une mine d'or, parce que ça va quand même au plan, enfin, de la finance. Vous parlez de la finance, vous parlez bon, ça sera dans la deuxième partie, de la conscience, des émis. Enfin, c'est inimaginable. Je veux dire, moi, quand je l'ai reçu, je m'y suis attelé. Je vais être franche avec vous, je ne l'ai pas lu d'une traite. J'ai lu, moi je suis une passionnée de polar, donc je lisais entre-temps des polars, et après je revenais, il fallait que ça m'assère, hein, c'est pour ça qu'on a mis plus de temps pour avoir l'interview, parce que on le lit pas d'une traite, il faut quand même penser, c'est un livre qui fait réfléchir, en plus qui fait réfléchir sur des sujets tous d'actualité. Alors, on va évidemment, vous dites, quelle spiritualité pour éviter le chaos? Et vous parlez beaucoup dans le livre de spiritualité laïque. Alors évidemment, spiritualité et laïque, aujourd'hui, beaucoup de gens ne font pas comprendre. Moi, évidemment, j'ai lu le bouquin, je sais ce que c'est, mais j'aimerais que vous nous l'expliquiez. Qu'est-ce que c'est pour vous la spiritualité laïque? Oui, alors, je vais essayer de vous l'expliquer. Je voudrais dire que mon livre, oui, il est dense en information. Effectivement, il y a beaucoup de choses, mais j'ai quand même fait l'effort d'être accessible, hein. Ah oui, ah oui, bah oui. Je sais pas si vous pouvez me donner crédit là-dessus. Non, voilà. Vous faites bien non, il faut le macérer. Enfin, pour moi, peut-être parce que, bon, il y a des choses qui me dépassent un peu, question finance. Vous avez donné beaucoup d'informations, mais il est accessible, hein. C'est vrai qu'il est très accessible. Voilà, c'est ça. Ça reste un travail de journaliste. Oui. Et mon travail de journaliste, c'est de rendre accessible au plus grand nombre des questions, des notions qui peuvent être éventuellement un peu complexes, un peu techniques, et que moi-même j'arrive à expliquer si je les ai moi-même comprises. Hein, si je n'ai pas compris ce dont je parle, ça risque pas d'être compris par le lecteur. Donc ça, c'est la première chose. La notion de spiritualité laïque, bon, c'est pas moi qui l'ai inventé non plus. Il y a plusieurs auteurs qui en parlent, et qui en parlent dans des contextes différents, en fait. Vous avez des philosophes assez médiatisés comme André Comte-Sponville, Luc Ferry ou Michel Onfray, qui ont utilisé eux-mêmes cette formule de spiritualité laïque, mais dans un sens différent du mien, c'est-à-dire que pour eux, la spiritualité, au sens propre, c'est simplement la vie de l'esprit. Oui. Esprit étant entendu comme en fait la psyché, la sphère mentale, si vous voulez. On fait une espèce d'amalgame entre le mental, la psyché c'est l'âme, hein, étymologiquement, et l'esprit, et tout ça c'est pareil. Donc l'esprit pour eux c'est simplement la réflexion, voilà, la vie mentale. Et de ce point de vue-là, on a tous une vie mentale, donc on a tous un esprit au sens philosophique, donc. Et la spiritualité, pour eux, c'est ça. Donc, ils parlent de spiritualité laïque dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est la morale, donc la réflexion philosophique, etc. Et que la réflexion philosophique qui touche à la métaphysique, c'est de la spiritualité laïque. Moi, je suis pas sur cette ligne-là, je suis plus proche d'autres auteurs comme Marc de Smet, qui était l'ancien directeur du magazine Nouvelle Clé, qui lui aussi avait utilisé cette notion de spiritualité laïque, mais là on parle de spiritualité vraiment avec une notion de verticalité et une notion de transcendance, c'est-à-dire que on accepte l'idée qu'on est relié à quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous dépasse, et qui procède d'un esprit vraiment là au sens
qu'on va retrouver aussi dans les religions, mais donc pas uniquement dans les religions. C'est pour ça que je parle de laïcité, parce que la laïcité aussi, beaucoup de gens font une confusion sur le fait que la laïcité serait une démarche quelque part anti-religieuse, Oui, c'est ça, oui. qui s'oppose à la croyance, alors que c'est pas du tout ça. La laïcité, c'est vraiment le respect de toute forme de croyance et de non-croyance, c'est la liberté de conscience. Et la laïcité en particulier, telle qu'elle a été promulguée dans les lois de 1905 en France, c'est un acquis très très important de notre société, parce que ça permet de vivre sa foi dans la liberté sans être sans être interdit d'exercer sa religion, et on a le droit aussi de pas être croyant, etc. Donc bien sûr, dans l'exercice de la laïcité, enfin au départ, il y avait certainement des gens qui étaient anti-religieux, qui étaient anti-cléricaux. Oui, anti-cléricaux, oui. On sait que ça a été inspiré aussi notamment par la franc-maçonnerie. Dans la franc-maçonnerie, il y avait un courant anti-religieux, mais toute la franc-maçonnerie n'était pas anti-religieuse, parce que la franc-maçonnerie est en partie elle-même très spirituelle, enfin passons. Donc la laïcité, en tout cas, c'est pas du tout une démarche qui est anti-religieuse et qui est anti-spirituelle pour le coup. Donc on peut très bien associer les deux termes de spiritualité laïque, dans le sens où ça veut dire simplement qu'on peut avoir une vie spirituelle qui est religieuse ou pas, qui peut passer par d'autres voies, comme des voies par exemple initiatiques justement, et tout ça, ça rentre simplement dans la vie de l'esprit au sens de quelque chose qui est transcendant, c'est-à-dire qu'on est relié à quelque chose qui est plus grand que soi. Et c'est l'idée qu'il y a quand même une intelligence à l'œuvre dans l'univers, quelque chose qui fait que la vie, l'existence ne procède pas du hasard, du chaos, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une volonté à l'œuvre dans l'univers. Quel que soit le nom qu'on lui donne. Dieu, absolument. Ou quel que soit le nom qu'on lui donne. Les noms enferment de toute façon. Oui, les noms enferment, on les met dans des petites boîtes. Voilà. Bon, alors, vous dites... Alors, je voudrais dire, Sylviane, je voudrais ajouter qu'en fait, mon livre, à l'origine, il devait s'appeler La prochaine fois. La prochaine fois, c'est le titre, c'est le nom de mon blog, donc. Et c'est une formule que j'aime bien, justement. Oui. Parce que je trouve que c'est amusant le jeu de mots, évidemment. Moi, j'ai tendance à faire beaucoup de jeux de mots parce que j'aime jouer avec les mots. Mais ce titre n'a pas été retenu parce que du côté de mon éditeur, on considère que le mot foi justement fait peur et fait fuir un certain nombre de lecteurs, parce que la foi est comprise comme de la croyance au sens strictement religieux. Religieux, oui, c'est ça. Oui. Alors que l'étymologie là aussi du mot foi, c'est beaucoup plus de l'ordre de la confiance, de la fidélité. C'est pas du tout de l'ordre de la croyance, si vous voulez. Donc la notion de croyance, elle s'est ajoutée ensuite. Mais la prochaine fois, j'aime cette idée que c'est une foi qui justement repose sur la confiance, mais qui est aussi quelque chose qui se nourrit de rationalité, au sens de la science et de la philosophie, et que c'est pas une démarche qu'il faut opposer à la raison. Et de ce point de vue-là, la spiritualité laïque dont je parle, elle se nourrit autant de science et de philosophie que d'expérience intérieure, on va dire. C'est bien que vous l'expliquiez parce que c'est vous qui avez écrit le livre et c'est vrai que la prochaine fois c'est amusant. Moi j'aime bien aussi c'est rigolo. Hein, la prochaine fois on s'attend tiens comment se fait-il, il manque un S. Ben non, pas du tout, c'est justement. Alors attendez, page 16, vous dites ces successions de crises sont le fruit d'une cruelle absence d'éthique dans les rapports que les humains entretiennent entre eux et avec leur environnement. Alors vous dites que toutes ces crises, finalement, les crises monétaires, les crises, les problèmes d'environnement, le réchauffement climatique, enfin finalement, tout ce qui converge vers le chaos, vers une catastrophe, on va dire, c'est uniquement un manque de sens. Les gens n'ont pas un manque de sens dans leur vie, ce qui, moi, m'a fait penser à Viktor Frankl le créateur de la logothérapie, mais moi, j'admire énormément cet homme pour ce qu'il a fait. Il avait justement, sa vie avait un sens dans les camps de concentration parce qu'il voulait justement dire ce qui s'était passé sans haine. Alors qu'il a perdu toute sa famille dans les camps de concentration. Lui, il s'en est sorti et il disait, déjà à ce moment-là, donc il y a 80 ans, il disait qu'il y avait un problème, les gens n'avaient pas de sens, leur vie n'avait pas de sens. Alors vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer, moi j'ai lu le livre, alors mais c'est pour l'expliquer aux personnes, finalement, qu'est-ce que c'est pour vous le sens? Qu'est-ce que c'est?
Oui, alors c'est effectivement en référence à des gens comme ça, comme Frankl, euh, que je que je connais pas très très bien, mais j'ai consacré un article à lui et j'ai trouvé que c'était tout à fait passionnant son parcours effectivement. Le sens, c'est le fait que la vie signifie quelque chose, quoi. C'est-à-dire on se demande ce qu'on fait là. On arrive sur cette terre, on n'a Oui, rien demandé. A priori, on n'a pas choisi. On se retrouve à exister dans un corps avec donc une vie mentale aussi. Tout ça, ça nous est donné. Donc donner du sens à tout ça, c'est extrêmement compliqué et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans une perte de sens et qui se demandent ce qu'ils font là, d'autant plus que la société met une pression constante pour qu'on réussisse sa vie, on fasse quelque chose de sa vie. Et donc, si on donne pas de sens à sa vie, si la vie n'a pas de signification, si on sait pas pourquoi on est là, ou en tout cas, si on n'en a pas une idée un petit peu oui. à peu près cohérente, disons, on tombe dans ce qu'on appelle un sentiment de déréliction. Mhm. La déréliction en philosophie, c'est la notion que justement on est perdu. On est complètement perdu dans l'existence et on se demande ce qu'on fait là, pourquoi on est là, et du coup rien n'a de sens Dans dans tout ce cette qu'on fait, notion oui. de déréliction. Oui. Et bon voilà, bah, il faut pas s'étonner que plein de gens perdent goût à la vie, notamment chez les jeunes. C'est très Oui. difficile de leur donner envie de vivre parce que la seule injonction qui est faite, c'est réussis ta vie en étant un winner. Il faut gagner de l'argent. Enfin, ça Voilà. c'est le modèle des sociétés occidentales, hein, disons. Et donc, je pense qu'on est arrivé au bout de cette logique-là, et que ça suffit pas pour donner du sens, parce que les gens sentent bien, notamment les jeunes générations, ils sentent bien que c'est pas naturel, en fait, que ça ne correspond pas à leur véritable nature, que leur véritable nature, c'est pas d'être des êtres qui sont en compétition Oui. les uns avec les autres, mais au contraire d'être naturellement En coopératifs, collaboration. collaboratifs. Voilà. Oui, voilà. Et ça a été montré, et ça, je l'ai découvert après le livre, si vous voulez, donc j'en parle, mais depuis, j'ai découvert d'autres sources qui montrent que dans la nature, en fait, la compétition, c'est l'exception. Je parle des animaux sauvages et des plantes, hein. Dans la nature, la compétition est l'exception parce qu'elle est délétère en fait à court terme. Oui. Elle n'est pas profitable, elle est pas profitable aux espèces. Donc, le comportement le plus fréquent, c'est un comportement de coopération, de collaboration. Les plantes, elles Oui. échangent des informations entre elles et elles peuvent même échanger des nutriments. Oui, les Hein, arbres. Les arbres. voilà, les arbres, les plantes en général, Oui. échangent par le sol par un système de racines et de mycélium, de champignons qui les Oui. interconnectent. Elles peuvent échanger des sucres, des oligo-éléments, etc. pour aller nourrir des individus qui sont en situation de détresse. Et ça, c'est le comportement le plus généralisé. Et ça s'observe aussi chez les animaux sauvages et même entre espèces différentes. Donc c'est complètement dingue. Donc la règle, et ça c'est donc un biologiste qui s'appelle Pablo Servigne qui l'a montré dans un livre, qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle aussi, qui est vraiment intéressant, et dans lequel il dit que la compétition, il y a compétition quand il y a abondance Oui. de ressources, où là, effectivement, les espèces entre elles peuvent être en compétition parce que de toute façon, personne ne va manquer de rien, Oui. et que, en revanche, quand il y a pénurie de ressources, il y a coopération. Et nous sommes des êtres naturels et on vit contre nature parce que on est placé en mode compétitif dès l'origine, Oui. dès l'école, avec une pression plus ou moins forte. Hein. Dans nos écoles en France, on ne met pas la pression comme au Japon, si vous voulez, mais c'est quand même le même modèle. Quoi. Quand même. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Peut mieux faire, il Peut faut mieux toujours faire. être et le modèle, c'est quand même d'être un winner, quoi. Oui, Et là, voilà. on est sous l'influence du modèle américain ultra compétitif. Et ça, c'est les valeurs du capitalisme, de l'ultralibéralisme et tout ça. C'est pour ça qu'au départ, je commence mon bouquin sur effectivement la crise de la dette, Oui. les crises financières, l'absence d'éthique dans les rapports économiques entre les nations, etc. Ça vient fondamentalement de ça, de l'idée qu'on est en permanence en compétition les uns Oui. avec les autres et qu'il faut être le gagnant. Et si on n'est pas le gagnant, ben, nécessairement, on On est est loser. un perdant. Voilà, on est loser. Voilà. Oui, oui. Parce que vous dites, il y a quelque chose qui m'a profondément marqué dès les premières pages, hein, pour les personnes qui j'espère, seront nombreuses à acheter le livre, c'est page 17. Vous dites, considérer que notre culture, notre nationalité ou notre religion prime sur notre nature d'être humain est un péché d'hubris, une marque d'arrogance et de bêtise. Alors là, opposer la nature et la culture,
Parce que effectivement, aujourd'hui, on entend, on va pas nommer, mais politiquement et pratiquement dans tous les pays, à part le fait d'être un gagnant ou un loser, un perdant, c'est l'histoire de la culture. Bon, si vous êtes blanc, c'est comme ça. Si vous êtes noir, c'est autre chose. Enfin, bon, bref, on sait. Donc, Montaigne disait, il n'y a pas de pire. Ça, c'est un truc aussi qui m'avait frappé. Il n'y a pas de pire bête féroce pour l'homme que l'homme. Donc vous n'êtes pas d'accord. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a mis dans la tête. Finalement, c'est pas idée, c'est acquis. Quand on dit que l'homme est un loup pour l'homme, c'est faux et c'est désobligeant pour les loups, qui sont des animaux très solidaires. Oui, justement. En plus. Hein, et nous, on n'est pas un loup pour l'homme, on est un loup agressif pour l'homme uniquement quand on ne connaît pas notre véritable nature, justement, qui est d'être fondamentalement coopératif, parce qu'on est traversé, pour aller directement au but, on est traversé par une énergie qui s'appelle l'amour. Oui. Et ça, c'est pas quelque chose non plus qu'on a choisi, il se trouve que c'est notre nature profonde d'être comme ça. On peut pas aller contre nature continuellement, et si les choses vont mal, de mon point de vue, c'est parce qu'on vit contre nature. Oui, on vit contre... Oui, alors ça, c'est ce que vous le dites parfaitement. Alors attendez, page 17. On peut penser avec Rousseau que l'homme naturel était plus heureux et que l'homme civilisé est perverti. Mais c'est là aussi perdre de vue que nous sommes des êtres en évolution. Donc, ça veut dire que pour vous, rien n'est perdu si on fait quelques petites choses dont on va parler dans la deuxième partie. Mais oui, parce qu'on on peut pas parler d'un livre aussi dense. Il faudrait des heures. Moi, j'ai écouté l'interview que vous avez donnée, 3 interviews d'une heure et demie à peu près. Bon, mais c'est dense et je sais malheureusement aujourd'hui, depuis 8 ans que j'ai mes blogs, que les gens ils veulent du rapide. Malheureusement. Il faut différents formats adaptés à différents auditoires. Alors, vous dites effectivement qu'on est dans une société, mais ça, on le voit, où les riches sont ultra riches maintenant, pratiquement 1% de la population à 90% des richesses du monde, hein, c'est à peu près ça, ce qui est absolument aberrant. Donc, vous dites qu'on marche un peu sur la tête, selon vous, Jocelyn. Oui, parce que ce sont des situations qui sont pas tenables sur le moyen terme. Disons que si on prolonge toutes ces courbes-là, on voit bien qu'on va vers le chaos. C'est pour ça que mon sous-titre, c'est ça, quelle spiritualité pour éviter le chaos, parce que de toute façon, on détruit la planète et puis on va vers des conflits généralisés. Enfin, je veux dire, il y a certaines populations pour qui c'est pas soutenable. On voit bien la crise des migrants, etc. Les gens qui fuient des situations de guerre, mais aussi des situations de catastrophes climatiques, etc., de changements climatiques. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas tenable à long terme. Il faut penser le développement de manière globale et les discours suffisent pas. Moi, depuis que je suis gamin, j'entends les histoires d'aide au développement à l'Afrique, etc. Oui. Ce que fait l'Europe, ce que fait l'Occident en général en Afrique, c'est d'aller piller les ressources globalement. Et après, en disant s'ils se développent pas, c'est de leur faute à eux. Donc, il y a un moment donné où il faut quand même comprendre que justement notre culture, effectivement, elle est secondaire par rapport à notre nature. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très important, ça, oui. Edgar Morin aussi, il a eu une réflexion très intéressante là-dessus. Hein. Il n'y a pas de raison d'opposer nature et culture, mais il faut quand même reconnaître qu'on est d'abord un être naturel, et notamment dans notre relation à l'environnement, comme on dit, c'est-à-dire la planète Terre, quoi, et les plantes, etc. On est complètement interdépendants avec ça. On voit bien comment on a détruit les sols avec toute cette agriculture intensive, etc. Le sort qu'on réserve aux animaux, qu'on exploite et tout ça. Donc on voit bien que tout ça c'est plus tenable et qu'il y a une prise de conscience globale, généralisée, que ça peut pas durer comme ça. Donc notre nature prime sur notre culture. Moi je dis pas qu'il faut pas se sentir appartenir à une religion parce que c'est une communauté qui est forte, qui est protectrice, ou à une nation, etc., etc. Mais ça doit se penser. Il faut arrêter d'opposer les choses les unes aux autres. On peut très bien se sentir appartenir à une nation et en même temps savoir qu'on est d'abord un être humain habitant de la planète Terre. Je veux dire, moi, ma première communauté, c'est l'humanité. Donc le communautarisme, façon je vais avec mes co-religionnaires ou je ne suis bien qu'avec ceux qui ont la même origine ethnique que moi ou qui appartiennent à la même nation que moi, c'est quelque chose qui est un réflexe de peur en fait, parce que justement le monde est tellement anxiogène, le monde est tellement effrayant et anxiogène
que les gens vont vers cette communauté-là qui a quelque chose de rassurant. C'est une forme de cocon protecteur pour eux. Ils se disent, je veux être avec les gens comme moi, et avec mes semblables, je suis protégé. Mais en fait, il y a un cercle vertueux qu'on peut mettre en place parce que on n'a pas de raison d'opposer l'individuel et le collectif, si vous voulez. Si l'individu se développe harmonieusement, s'il devient créatif, s'il s'épanouit, ça va profiter à son groupe. Et si le groupe est fort et protecteur, eh ben effectivement, il donne à l'individu les conditions de son épanouissement. Donc il y a un cercle vertueux comme ça à mettre en place. Et il faut arrêter d'opposer l'individuel et le collectif. Mais le premier collectif, la première collectivité, c'est l'humanité. On est dans un jeu d'interdépendance, constant. Je veux dire, on peut pas oublier ça, quoi. Oui, mais comme on est tous interliés, et ça c'est un peu difficile. Bon, ça va être la deuxième partie de l'interview. On va parler justement de cette liaison. On est tous reliés les uns aux autres, et ça commence un peu à faire son temps. Donc, si vous voulez bien, on va arrêter la première partie qui est très superficielle, je le répète, mais ce livre dont je remontre la couverture est très dense, mais se lit facilement, même si j'ai dit, il faut quand même, réfléchir à ce qu'on lit. Enfin, pour moi, personnellement, j'ai pas pu le lire d'une fois, et je ne pense pas qu'on puisse le lire d'une traite comme ça, il faut prendre des notes. Enfin, moi, il est tout stabilo-bossé. Donc, il est très accessible, parce que vous parlez de choses qui sont quand même un peu difficiles dans la première partie, par justement les finances, moi qui m'énerve totalement, et j'ai compris, hein. Alors, c'est presque à la belle. C'est presque à la belle. Si j'ai compris, tout le monde peut comprendre. Voilà, c'est ça. Bon, donc je vous retrouve dans quelques secondes, quelques minutes, pour justement on va repartir sur une vidéo d'espoir, des solutions que vous avez trouvées pour justement qu'on évite le chaos. D'accord ? Volontiers. À tout de suite, Jocelyn. À tout de suite.